On va prendre tout de suite la direction de l'Ukraine et l'armée de Volodymyr Zelensky qui a le sourire ce matin après cette nouvelle victoire, cette fois à Liman, une ville stratégique à l'est de l'Ukraine. Une victoire importante et symbolique, on en parle dans un instant avec nos experts en plateau. Mais avant, regardez ce reportage saisissant au cœur d'un village libéré à une cinquantaine de kilomètres de Liman. Vous allez entendre des témoignages poignants. Reportage de Charlotte Lefetté et Igor Zakharenko. Galina a vécu l'enfer. Pendant 6 mois, l'armée russe a choisi son petit village comme base militaire. Ils voulaient que je parte en Russie, mais j'ai dit que je ne voulais pas quitter ma terre. Pourquoi je devrais quitter mon pays? Les soldats l'ont chassé de sa maison. Les Russes habitaient ici, voilà ce qu'ils ont fait. Il y a plein d'ordures, ils ont tagué les murs. Ils ont cassé tout ce qu'ils pouvaient. Elle et son mari Yuri ont trouvé refuge dans la cave de la maison voisine. Ils l'ont aménagée comme ils ont pu. On a descendu le lit, les tables, un peu de meubles et le poêle. À quelques mètres de là, l'école du village faisait office de quartier général, l'église d'hôpital militaire. Les soldats russes semblent avoir quitté les lieux précipitamment. On peut voir encore des lits de camp, des médicaments, ici des civières. Et sur cette chaise, l'inscription « Tout va ». C'est peut-être de cette région proche de la Mongolie que venaient les soldats russes qui ont occupé cet hôpital militaire. Sur les hauteurs, cette grande ferme servait de hangar pour les tanks. Manque de temps, manque d'essence, de nombreux engins ont été abandonnés. Il y en avait plus. En tout, il y avait plus d'une vingtaine de véhicules différents. On va leur rendre, bien sûr, mais à notre manière. Avant d'emmener ces trophées au front, ces soldats devront encore sécuriser la zone. En partant, les Russes ont disséminé de nombreuses mines antipersonnelles. Ils repeignent les chars à la brosse à dents. Il faut aller vite. Je voulais rappeler que c'était un reportage donc, de Claire Cambier et Charlotte Lefetté. Kilina Kourochka, vous êtes forcément ému quand vous voyez de tels témoignages et ces images de libération? Oui, c'est vraiment ça. Enfin, on est très très content de voir ces villes libérées et en même temps on voit l'horreur et les images terribles de ce qui est resté parce que beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles sont détruits, les villes sont détruites aussi. Et aussi la chose qui frappe toujours, c'est que tous les locaux où ont été les Russes sont très sales. Il y a vraiment... c'est la guerre. Hein. Oui, mais on peut voir aussi... Ils ne vont pas faire le ménage. Hein. Oui, bien sûr, mais en général... Et aussi, il y a des témoignages de... Oui, on parlait de pillage, notamment. Voilà, beaucoup, et c'est incroyable. Mais et ça aussi, ça donne vraiment une grande motivation à nos soldats et à notre peuple continuer de vraiment repousser l'armée russe... en Russie parce qu'on voit ce qu'ils font à notre peuple, on voit ce qu'ils font à nos villages qui ont bien rangé, bien propre. Parce que c'est l'idée. Les Ukrainiens, ils prennent soin de tout, de leur maison, de leur jardin et tout ça. Oui, et là, après les Russes, des bombardements intensifs, quand on voit les ruines des maisons aussi, on n'en est plus là. Ils récupèrent beaucoup de véhicules, hein, les soldats, là, à chaque fois. Hein. Il faut aussi voir des images de Izum. Et autour de Izum, il y avait des grands entrepôts avec des armes, avec des missiles de différents types, différents calibres. Que les Russes ont laissé derrière quand ils sont partis, parce que vraiment, c'était pas planifié, comme ils disent ça sur le télé russe, mais c'était fait très rapide. Ce qui est intéressant dans le reportage aussi, c'est qu'il y a des inscriptions en dialecte d'une région proche de la Mongolie. C'est ce qu'on disait depuis le début du conflit, c'est qu'il y a beaucoup de soldats qui viennent des régions les plus reculées. Alors les inscriptions sont en cyrillique, les inscriptions sont en russe, mais effectivement beaucoup de soldats sont venus. Il y a des bourriades, et d'ailleurs quand vous alliez à Boutcha, à côté de Kiev, et que vous alliez demander des témoignages sur les exactions, sur les viols et les assassinats qui ont eu lieu, ils ont plus été derrière le fait de troupes de l'armée russe qui venaient de régions très lointaines, si vous voulez, que de Russes voisins de l'Ukraine, si vous voulez. Et c'est effectivement, ces images donnent l'image d'une désorganisation
d'une armée démoralisée, désorganisée, qui ne se respecte pas elle-même, parce que ça, ce n'est pas dû au bombardement, c'est simplement des gens qui vivent un peu Ah là, comme bien des... sûr, mais quand on voit le début qui vivent comme avec des porcs. Alors là, maisons en effectivement, ruine. l'église et l'école ont été la cible de l'artillerie ukrainienne, et donc ont été effectivement détruites. Mais ça donne quand même l'image d'une armée désorganisée. Et je suis d'accord avec vous, une armée, moi j'ai fait mon service militaire, on ne vivait pas comme des porcs, quoi, si vous voulez. Voilà. Et là, là, quand même, ça donne l'impression de gens qui vivaient un peu comme des porcs. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos déchets un peu partout, là où vous vivez. Alors justement, côté russe maintenant, regardez ces images qu'on vient de recevoir ce matin. On est à côté de Moscou, dans un centre de recrutement, et le ministre de la Défense, Shoigu, est allé lui-même ce matin vérifier l'état de ses troupes et se rendre compte de ce qui se passait. Le voilà, le Shoigu en question. Pourquoi ? Parce que depuis des mois maintenant, les services ukrainiens interceptent les conversations des soldats russes. Certaines ont été authentifiées par le très sérieux New York Times. Écoutez ce que ça donne avec ce sujet signé Sylvain Milenvoix. Le désespoir et la colère. Voilà ce que les autorités ukrainiennes ont capté en enregistrant des appels téléphoniques de soldats russes à leurs familles. Des soldats qui parfois se demandent ce qu'ils font sur le front. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Ils nous ont dit qu'on partait pour des exercices. En fait, ces bâtards nous ont caché la vérité. Des témoignages recueillis secrètement depuis des mois, parfois dans des circonstances dramatiques, comme ici à Boutcha. Merde, il y a des cadavres partout sur la route. Des civils étendus autour de nous. C'est la merde. Sur la route ? Oui. Pendant 2 mois, grâce au profil des soldats sur les réseaux sociaux, le New York Times vérifie chaque coup de fil, chaque numéro de téléphone sur les listes d'enregistrement fournies par l'Ukraine et garantit la véracité des confessions faites par ces soldats russes à leurs familles. On a déshabillé nos prisonniers. Ensuite, il fallait décider de les laisser partir ou non. Mais si on l'avait fait, ils auraient donné aux Ukrainiens notre position. Donc on a décidé de les exécuter dans la forêt. Tu l'as fait ? Oui, on les a abattus. Pourquoi ne pas les avoir fait prisonniers ? On aurait dû les nourrir et on n'a déjà pas de quoi manger nous-mêmes. Difficile de dire si ces écoutes, fournies donc par l'Ukraine, révèlent un sentiment général au sein des troupes russes. Mais le moral semble atteint. L'ambiance est très négative. Un de mes camarades pleure tout le temps. L'autre veut se foutre en l'air. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Je vais déserter, bordel. J'aurai un travail normal. Et mon fils n'ira pas à l'armée, je le jure. Dis-lui qu'on préfère qu'il soit médecin. La remise en cause du pouvoir central russe et de son président se fait très rare dans ces extraits, mais elle existe. Poutine est un imbécile. Il veut envahir Kiev, on n'a aucune chance. Cette phrase d'un soldat russe pleine de conviction a été enregistrée par les Ukrainiens il y a déjà plus de 6 mois. C'est absolument effarant d'entendre ce type de témoignage. Donc ces appels qui ont été interceptés par le gouvernement ukrainien depuis déjà plusieurs mois. Ça vous choque, vous ? On le savait que cette armée russe, elle n'était pas préparée à ce point ? C'est absolument tragique quand on entend ça. Je veux dire, même on a de la pitié pour ces gens qui se retrouvent dans des pour ces gens qui se retrouvent dans des situations pareilles. Là, il y a un mot clé dans ce qui a été dit, c'est on nous a caché la vérité. C'est des gens qu'on a pris et qu'on a mis dans des situations épouvantables. Ils disent quand même on préfère abattre les prisonniers. Je ne veux pas dire qu'ils se sont pas comportés comme ils se comportent comme des salauds, évidemment. Mais je dirais, quand des hommes arrivent à en être dans cette situation-là, il y a quelque chose d'épouvantable, d'inimaginable. Je parle comme ça parce que j'ai été l'éditeur d'Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya, elle est allée en Tchétchénie, elle a rencontré et des soldats russes. Elle avait observé la même chose. Et elle avait elle était sans pitié pour les dirigeants, pour les officiers qui créaient ces situations-là, mais elle comprenait en même temps la tragédie dans laquelle se trouvent ces gens-là. Ils n'ont pas choisi, ceux qui parlent là, manifestement, ils n'ont pas choisi d'aller où ils sont. Mais ils peuvent choisir de déserter. Mais exactement, c'est la question. Mais c'est la question qui se pose.
Et je pense que de plus en plus, ça va se passer. Mais cela dit, c'est quand même hallucinant qu'un commandement arrive à fabriquer, au fond, des hommes qui sont dans cet état-là. Parce que c'est une faute de commandement d'arriver à produire ça. Mais oui, on est très loin de la guerre patriotique. Enfin, tous les bien entendu que vous montrez là. Et d'ailleurs, une précision, quand ce soldat dit qu'ils ont abattu des prisonniers, il parle de civils. C'est de civils dont il parle. Regardez ces dernières images. Combien de crimes de guerre dont il est question. Oui, on va regarder des dernières images qui nous parviennent de Kupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont fait une nouvelle découverte macabre dans la région. Au moins 24 civils ont été retrouvés, tués par balles dans leur voiture près de Kupiansk. Pour le gouverneur de la région, il n'y a aucun doute, les occupants russes ont attaqué ces civils qui tentaient d'échapper au bombardement. Parmi les décès, on compte une femme enceinte, 13 enfants. Des policiers et des experts se sont rendus sur place et une enquête est en cours. Là aussi, c'est lamentable. Pourquoi cette politique terrible de la terre brûlée? Parce que l'armée russe s'est toujours comportée comme ça. C'est totalement gratuit. Enfin, ça paraît totalement gratuit. Oui, mais l'armée russe et l'armée soviétique s'est toujours comportée comme ça. Ça a été le cas au moment de l'offensive vers Berlin, donc 1943, 44, 45. Il n'y a pas une femme allemande dans les zones qui ont été conquises par l'armée soviétique qui n'a été violée. Ils se sont comportés comme ça en Tchétchénie, ils se comportent comme ça en Ukraine. En Afghanistan. En Afghanistan. L'armée russe se comporte comme ça, les Russes se comportent comme ça. Donc c'est effroyable, on voit ces images, on voit ces témoignages, c'est effroyable, mais ils ne savent pas faire autrement. Oui, enfin c'est-à-dire que là on a affaire à visiblement un manque de discipline flagrant dans l'armée. Effectivement, l'armée russe ne s'est pas bien comportée en Allemagne, lorsqu'elle est arrivée en Allemagne en 1945, mais je crois qu'il faut le dire quand même, qu'une armée européenne, qui est l'armée allemande, s'était comportée de manière 100 fois pire que s'est comportée l'armée russe. Donc il faut simplement le rappeler, parce que les conditions dans lesquelles, la façon dont les Allemands ont traité les populations occupées en Ukraine, notamment les Juifs qui ont été massacrés tout de suite, partout, et ensuite, et même les populations russes, qui ont été, ou ukrainiennes d'ailleurs, parce qu'il faut quand même se souvenir que à Stalingrad, polonaises, on va pas refaire l'histoire de... Mais il y a des crimes de masse. Le principal, puisque vous parlez de la Pologne, c'est vrai, il faut le dire, c'est le NKVD, un service qu'admire à tort Poutine, qui a massacré en temps de paix et de sang-froid 20 000 officiers polonais pour décapiter l'élite polonaise à Katyn. Et des civils, mais c'était à l'époque, l'Union soviétique était en paix. Donc c'était un massacre de sang-froid. Vous pouvez revenir aussi sur les grandes purges staliniennes. Voilà, sur le Holodomor, etc. La télévision russe, c'est un marqueur qu'on regarde souvent parce que c'est intéressant. On peut la capter, évidemment, et voir ce qui se passe. Il y a 6 mois, c'était des diatribes contre l'Ukraine. On est les plus forts, on est merveilleux, etc. Écoutez le changement de ton avec ces 2 extraits. Событий на Украинском фронте. Начнем мы с Красного Лимана. Те, кто за новостями следят, те уже знают. Красный Лиман официально сдан. Слава богу, в этот раз Минобороны не стала выдерживать мхатовскую паузу, а выпустила официальное заявление. Вот что случилось сегодня. Наверное, не очень удобная тема, многие об этом не захотят говорить, гарантированно. Bon, il a l'air complètement déprimé. Ce monsieur est journaliste. Ouais. Autre démonstration avec ce plateau, où ne serait-ce que parler du mot guerre il y a encore quelques mois, vous aurez valu en direct une remise en place immédiate. Кардинальные изменения происходит в связи с тем, что Россия оккупировала, уже даже не оккупировала, они говорят, аннексировала эти районы, поэтому Украина начинает войну за освобождение территорий. Не какую-то специальную операцию, а именно войну. Но я вижу динамику развития боевых действий сейчас на фронте. Но мы не говорим про то, что происходит
вокруг Лимана. Ну, не будем говорить, но тем не менее сейчас просто диковато рассуждать, как мы... Я думаю, признает, что он не знает, поможет ли мобилизация или нет нам переломить ход боевых действий. Пока все складывается не очень хорошо. Donc même à la télévision russe, où on voit bien que la propagande est très forte, et on sent là un changement de ton. Là, il commence à dire la vérité, ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire, en premier extrait, on voit quand même encore une fois une critique très acerbe de l'armée russe, et notamment sur sa communication. Et là, le dernier plateau, le débat que vous montrez, ils commencent à dire la vérité, c'est-à-dire on ne sait pas si la mobilisation va changer les choses ou non. Et vraisemblablement, ils sont convaincus que non. Ils parlent de guerre. Donc, c'est un changement radical qui montre à la fois le désarroi, à mon avis, et la panique qui règne dans les cercles du pouvoir à Moscou, et que finalement, la télévision officielle, qui était la voix du Kremlin, devient une voix d'on ne sait plus qui, de différents clans. Je n'imagine pas que ces journalistes ou ces commentateurs sont encore livrés à eux-mêmes, mais on ne sent pas une certaine détermination. On sent un défaitisme qui les gagne jour après jour. Une grande fissure dans ce front pseudo-patriotique russe agressif, une grande fissure, ça c'est sûr. Ça veut dire aussi que le pouvoir, il est, au four et au moulin et qu'il n'arrive plus à suivre. Parce que normalement, il prépare des éléments de langage à l'avance et là, manifestement, c'est le dernier chantier dont il peut s'occuper. Donc il est dépassé et les gens sont livrés à eux-mêmes et ils essaient de faire face et ils ne savent pas. Je crois qu'ils sont complètement perdus. Ils sont livrés à eux-mêmes, d'ailleurs, comme les unités militaires à Kherson ou ailleurs sont livrées à elles-mêmes. On avait vu il y a quelques... Il n'y a plus de boussole, là. Il n'y a plus de commandant de bord. En fait, oui, c'est ça. Il n'y a plus de commandant de bord. C'est ça que ça montre, surtout. Et donc, c'est là aussi où c'est une indication de la fragilisation extrême de Poutine, puisque les relais ne fonctionnent plus à temps, en tout cas. Parce que on peut imaginer qu'il va y avoir une reprise en main dans deux jours. Peut-être qu'ils vont régler le discours. Mais en tout cas, ils perdent les pédales. Ouais. On la regarde beaucoup, cette télé russe, ou pas? On l'observe beaucoup du côté des services ukrainiens? Oui, bien sûr. Et aussi, les discours comme ça, ils apparaissent pas mal de temps par jour sur les différentes chaînes d'information, pas officielles. Mais j'ai déjà vu ce morceau et j'ai aussi vu un morceau composé d'un général qui, le 30 septembre, il a dit « Le Man, on ne va pas le perdre, on va y rester ». Et puis le 1er octobre, le même général a dit « Ah, je ne sais pas comment ça s'est passé. Enfin, moi, je ne peux pas répondre, je sais pas comment on a pu faire ça. Ouais. » Voilà, donc on regarde cette rhétorique là-bas, mais on sait déjà depuis très longtemps, même depuis 2014, même avant, que la télévision russe, c'est propagande, c'est une mensonge totale et il n'y a rien à... Jean-François Boutor, c'est quand même très étonnant. Il y a encore 2 jours, c'était la fête à Moscou avec cette fête surréaliste et ces discours donnés par Vladimir Poutine. Et là, on voit le ton a complètement changé. Enfin, en fait, du jour au lendemain, on se rend compte que le ton n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que la fête, c'était Potemkin. La fête, c'était Potemkin. C'était un théâtre organisé pour masquer la réalité. Mais la réalité prend le pas sur la fiction qu'invente le Kremlin. C'est ça la vérité. Et de même que le discours de Poutine, qui était d'ailleurs d'une certaine manière anticipé par celui de Lavrov à l'ONU, il va avoir les mêmes effets parce que la réalité va montrer que le sauveur du monde qui prétend être n'a pas les moyens de ses ambitions. Et donc il va être abandonné par les uns et par les autres petit à petit. Merci. Et une sorte de mussolinisation en fait de Poutine. C'est-à-dire qu'avant le 24 février, Poutine était quand même quelqu'un qui était pris au sérieux dans la communauté internationale. Biden était allé le voir à Genève en juin 2021. Il lui avait même fait des cadeaux, accepté Nord Stream 2, etc. Et là, on voit quelqu'un qui effectivement qui n'est plus en phase avec la réalité, qui est un peu gonflé de lui-même, un peu comme Mussolini quand il commence à perdre la guerre en 1943. Merci beaucoup d'avoir participé à